Radio J, Kaboom, l'actu BD. Springsteen sur Radio J, bien sûr. C'est rare quand on commence une émission avec Springsteen que j'ai beaucoup de mal à interrompre parce que j'adore. Bonjour Eric Smadja. Bonjour Lise, et puis pas n'importe quelle version. Non, pas n'importe laquelle. Alors justement, dites-nous. Voilà. Bonjour à tous, merci de nous écouter sur Radio J. Aujourd'hui dans Kaboom, nous recevons une figure incontournable de la culture française, quelqu'un qui traverse les époques avec élégance, curiosité et une vraie liberté artistique. Acteur, réalisateur, animateur, musicien, scénariste de BD, auteur, une voix, un regard et une présence qui ont marqué la télévision, la radio, le cinéma et l'imaginaire de plusieurs générations. Il est aujourd'hui l'album de Île déserte, Georges ou La vie sauvage, paru le 28 mars 2025 chez Dargaud. Bienvenue dans Kaboom, Antoine Decaune. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Ça a bien démarré avec Born to Run. Oui. Non oui. Exact, Born to Run et version 12-12-75. 12-12-75. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça, c'est toujours une version exceptionnelle. Oui, c'est un homme toujours d'actualité, comme ça ne vous aura pas échappé. Oui, absolument. tout à fait. Ouais. Et très récemment d'ailleurs, encore plus. Ouais. On est d'accord. Alors en parlant de se définir, Antoine, quand on dresse ce portrait de très large, acteur, réalisateur, animateur, vous aujourd'hui, comment vous définiriez-vous ? Ou plutôt par un métier, par une curiosité ou simplement par le fait de raconter des histoires ? Je sais pas, je suis toujours embarrassé quand on me pose cette question, je ne sais pas comment me définir. Et je réponds toujours, c'est une manière de botter en touche, en disant fantaisiste. Voilà, fantaisiste parce que en fait toutes mes activités ont en commun de tourner autour de la fantaisie et de s'autoriser de la fantaisie. L'éternelle jeunesse. L'éternelle, je ne sais pas si c'est lié à la jeunesse, parce qu'on peut être fantaisiste en étant très très vieux, ce qui est mon cas aujourd'hui. Oui, mais la fantaisie, ça préserve. Oui, ça préserve, je confirme. Ouais. Ça préserve du poids du monde. Oui. Non mais c'est marrant parce que vieux, c'est aussi, si ma mémoire m'échappe pas, une revue. Oui, bien sûr. Non, c'est une revue trimestrielle qui a vu le jour il y a presque 2 ans maintenant. Absolument. Et qui marche du feu de vieux. Oh, pas mal. En parlant de la bande dessinée, on va rentrer sur Île déserte et non pas Île déserte, comme quoi la ponctuation est importante. On va parler du carnet du père. Ce carnet, ce qui est fascinant, c'est que vous l'avez gardé pendant des années. Pendant presque, c'est comme un trésor secret, ce carnet. Quand vous l'avez rouvert pour la première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti en le lisant ? Alors, on va juste rappeler quand même que le père, c'est Georges Decaune. On va en parler, oui. Voilà. Je vais même recontextualiser, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. On est en 1962. Mon père est un journaliste très, très célèbre en France. Il présente le 20h. Il s'occupe aussi du sport. Il fait des émissions de variété. Enfin, il est un peu partout à la télé. Et puis, en 62, il en a marre de tout ce cirque. Et il réalise un rêve d'enfant qui est de s'exiler sur une île déserte. L'île de Iaowa Eyao, qui est dans l'archipel des Marquises, on y était presque. Eyao. Et il se retrouve sur cette île qui est la pire île du monde, parce qu'en fait, il avait eu un mal fou à trouver une île déserte. Les îles désertes ont toutes des propriétaires, et les propriétaires refusent de voir quelqu'un s'installer pendant 1 an, pour une expérience d'1 an sur l'île. Donc finalement, c'est la Marine nationale qui lui a trouvé une île, un îlot rocailleux perdu au bout du monde et très, très, très inhospitalier, même c'est peu de le dire, et il se retrouve là-bas, alors que moi j'ai 8 ans, et après qu'il m'a annoncé qu'il part pour 1 an, ce qui pour moi est c'est énorme pour un enfant. C'est un tremblement de terre. Mon père me quitte, quoi. Voilà, littéralement. Et je ne comprends pas. Et en même temps, ce qui est très étrange, c'est que je l'entends parler à la radio le soir. Tous les soirs, un bulletin tous les soirs où il racontait sa journée.
Donc il est là sans être là. C'est pas un papa comme les autres, évidemment. C'est une espèce de super-héros. Ben oui. Aux yeux de mes camarades, j'ai un père pas comme les autres, quoi. Et finalement, il revient plutôt que prévu parce que l'expérience se passe très mal. Au bout de 4 mois, je crois. Ouais. Ouais. Et des années après, je découvre qu'il a écrit un journal intime, le fameux cahier dont on parle, dans lequel il consigne scrupuleusement tous les jours ses états d'âme, ses inquiétudes, ses angoisses, ses interrogations, et qui en fait est une des clés de l'explication de cet exil. Et donc, en m'appuyant sur ce document que je finis par lire, parce que j'avais pas envie en fait depuis très longtemps de le lire, et puis l'occasion a fait le larron, en m'appuyant à la fois là-dessus, sur ce qu'il racontait, la version officielle, qu'il racontait à la radio tous les jours, mon point de vue d'un petit garçon d'alors de 8 ans et puis du vieillard chenu que je suis devenu aujourd'hui. Il y a de la marge. N'exagérons pas. Mais si, je vous assure. Et quand vous croisez tous ces points de vue, voilà, vous avez une narration qui s'articule et qui donne lieu à cette histoire illustrée par Xavier Coste. Xavier Coste. On va en parler de Xavier Coste par rapport à ça, justement. Le fameux carnet qui a nourri l'album. Il y a certaines images ou passages qui sont effectivement directement inspirés, que vous avez lus. Mais il y a surtout ce chien. Ouais. Il y a ce chien qui est toujours présent. C'est un détail qui est très concret et qui a été le point de départ pour passer du dessin à la bande dessinée plutôt que par un autre médium. Oui, en fait, le chien, il occupait une position qui me semblait très enviable. Parce qu'il ne quittait jamais mon père, lui. Ouais. Et mon père ne le quittait jamais. On le voyait parfois à la télé. Oui, Moi, je me souviens, pour moi, c'était en tant qu'enfant, Georges Decaune, c'était avec son petit chien. Toujours avec son Et je chien. me souviens même Ouais. du chien, quoi. Ouais, il présentait le journal avec son chien Oui. allongé à ses pieds. Et on le voyait. C'est très attachant d'ailleurs dans la bande dessinée, cette histoire avec le chien. Ouais. Elle est bien mise en image par Xavier Très. Coste. Oui, on s'est dit à un moment qu'on allait aussi faire parler le chien, puisque c'est le témoin direct de ce qui se passe. Comme on fait parler un peu tout le monde, en fait. Les poules qui sont sur les îles. Oui, c'est vrai, exact. Tout le monde cause. Mais ça me donne la parfaite transition, Xavier Coste et Dargaud. Quand cette histoire elle a commencé à prendre forme dans votre tête, il fallait trouver la personne pour lui donner vie. Mm-hmm. Comment avez-vous rencontré Xavier Coste et qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était lui ? Alors, évidemment, c'est la première question, parce que quitte à faire une BD ou un roman graphique, il vaut mieux qu'il y ait un peu de dessin. Hein. Oui, je ne dessine pas moi-même. C'est le moins qu'on puisse. Voilà. Faites beaucoup de choses. Et donc, j'ai réfléchi, et le nom de Xavier est arrivé assez vite, pour ne pas dire tout de suite, sur la table, parce que j'avais rencontré Xavier quand il avait sorti son 1984, qui était l'adaptation graphique du roman d'Orwell. Qu'il avait même fait suivre d'un 1985, alors qu'Orwell lui-même n'y avait jamais pensé. Mais c'est sorti il y a 2 ans, je crois. Il y a longtemps, non, j'étais à Inter à l'époque. Le tome 2. Ah, le tome 2, oui. Mais c'est pas tellement ça, en fait. C'est plutôt un autre travail de Xavier qui était une adaptation d'un texte d'Henri Bosco qui s'appelle L'Enfant et la rivière, et qui était une très belle BD. Paru chez qui ? C'est une bonne question, ça. C'est la question. On cherchera. Il est paru quelque part, en tous les cas. Et c'était une histoire comme ça qui se passait dans la nature. Il avait une manière de représenter la nature, la lumière, absolument épiphanique, et qui m'avait enchanté. Et donc, immédiatement, j'ai pensé à lui. Et lui s'est emballé parce que à ce moment-là, il était entre 2 projets. Il s'apprêtait à démarrer quelque chose, il n'était pas encore tout à fait certain, et il avait envie d'une Robinsonade. C'est bien dit. Le mot exact qu'il a employé. Il avait envie de ça. Donc nos 2 désirs se sont croisés, si je puis dire, et ont donné naissance à ce petit. Comment s'est passé le travail avec Xavier ? De manière assez fulgurante, j'ai envie de dire, parce que vraiment. Il connaissait l'histoire ou non, pas, il la connaissait pas, mais on avait beaucoup de documentation à notre disposition. On avait toute la presse de l'époque, on avait ces fameux carnets intimes, on avait les retranscriptions de ce qu'il racontait à la radio. Puis moi, et puis vos souvenirs, votre vécu aussi. Donc on avait une masse d'informations. Mais lui, ça l'a inspiré tellement qu'il s'est mis à dessiner tout de suite avant même que j'ai écrit un mot. Il a acheté sur le papier, enfin sur la palette, des impressions, des humeurs, des lumières. La couleur a une grande importance. La couleur est magnifique, oui. Et on est parti sur cette base-là, et après on a fait la relation scénariste, c'est chouette. Dessinateur classique. Xavier Coste, donc Dargaud. Pourquoi Dargaud ? Parce que c'est Dargaud qui me l'a proposé.
tout simplement. Waouh. C'est eux qui sont venus me proposer de faire une BD. Moi, j'avais jamais fait de BD de ma vie, alors que j'en suis un ardent consommateur. Oui. Et donc, bah oui, voilà. Quels sont vos auteurs de prédilection Oh là là, en matière de il y BD? en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai Gottlieb, évidemment, qui est une espèce de maître absolu pour moi, parce que j'ai grandi avec Gottlieb, comme j'ai grandi avec Franquin. Enfin, oui, qu'on adore. Ouais, si on veut rétablir la chaîne dans l'ordre, on va commencer par Franquin. Franquin. Oui. Un peu Hergé, La Ligne Claire aussi, mais surtout Franquin. Après Gottlieb, après toute la Giraud, évidemment. Giraud côté Blueberry, Giraud, Mébius. puis Moebius. Ouais. Et puis après, j'ai jamais Il y a plusieurs courants après. Ça a été mon socle. Je suis passé comme tous les garçons de ma génération par on a eu le tremplin. On a commencé avec Mickey, Spirou, Tintin. Astérix. On est arrivé à Pilote. Ouais. Après Pilote, on est arrivé à Métal Hurlant. Ah, exact. Et donc on a grandi, on s'est épanoui avec, on s'est développé. C'est Vous vrai. êtes devenu adulte en fait. Voilà, Oui. exactement. Les BD s'est affirmé comme ça. Pour Je revenir confirme. à la bande dessinée, on va parler de Lille, l'enfance et la mémoire. Mhm, En lisant l'album, on ressent beaucoup la mémoire de l'enfance. mhm. Quand vous repensez à cette île, est-ce qu'elle est devenue un lieu réel ou presque un territoire mental? C'est un peu les deux, parce que l'île réelle continue d'exister, évidemment. Ouais. J'ai jamais eu envie d'aller voir à quoi elle ressemblait vraiment. Ah, c'est ça, ouais. J'ai fait C'est la arriver- question que je me suis posée Non, j'ai en pas. me disant, est-ce que quelque part ça pourrait être une forme de pèlerinage? Non, j'ai Non. pas eu envie, de la même manière que j'ai fait un film il y a quelques années sur Napoléon oui. à Sainte-Hélène. J'ai pas eu envie d'aller D'aller voir. à Sainte-Hélène, oui. Oui, d'aller voir ce qui était devenu Sainte-Hélène depuis l'époque de Napo. Donc j'ai préféré garder ça comme un fantasme. En revanche, pour ce qui est des îles, un de mes rêves, c'est d'aller au Samoa, pour voir la tombe de Robert Louis Stevenson. Bien sûr. Un de mes écrivains préférés. Alors, en parlant de cette île, on sent que sur ce souvenir, il y a une forme de douceur. Mon ressenti, c'est qu'il n'y a jamais de nostalgie, qui est trop appuyée. Est-ce important pour vous de rester dans quelque chose de simple, voire de pudique? Oui, d'abord, la pudeur, j'en ai hérité de mon père. Hein. C'est un homme très très pudique, et donc les chats ne font pas des chiens, ou les chiens ne font pas des chats, je sais pas. C'est réciproque. Dans le sens. Et en même temps, il fallait bien un peu fendre l'armure et aller raconter des choses, aller sur le terrain de l'intime. Mais en fait, je m'y suis aventuré avec assez de décontraction, si je puis dire, en me disant que cette histoire-là, elle allait parler à plein de gens. Ouais. Et en fait, on parle de la relation père-fils, on parle de ce que c'est que cette difficulté de communiquer, de Bien sûr. transmettre, la fameuse pudeur entre les générations. Surtout à l'époque, peut-être. Ouais, surtout à C'est-à-dire l'époque. que l'éducation des années 50-60, Ouais. c'est pas l'éducation d'aujourd'hui. Et donc, les parents parlaient moins, Ouais. transmettaient moins ou d'une autre façon. Il parlait d'autant moins qu'il venait de traverser la guerre, Mais qui oui, avait été un épisode, mais au-delà du traumatisant. Bien sûr. Et vraiment, ils avaient le sentiment d'avoir du temps à rattraper, d'avoir à la fois perdu quelques belles années de leur jeunesse, Ouais, d'avoir perdu des Ça a amis été, aussi ouais, en cours de route, et d'avoir envie de passer à autre chose. Voilà. ouais, rapidement. Et donc voilà, je pense que c'est ce qui explique d'une certaine manière le caractère aventureux de mon père, qui avait besoin de partir, comme s'il avait besoin de compenser. et d'où aussi peut-être l'enthousiasme au niveau de l'invention, entre guillemets, de la télévision française. bien sûr. Ils ont tout créé, Ouais, il a ouais, tout créé. ouais. Il fait partie de l'équipe qui a tout créé. Ouais, tout était à inventer. À Tout était inventer. faire. C'est Et un c'est- média qui naissait, personne n'avait jamais eu l'idée avant. Non, jamais. C'était absolument incroyable. Il doit y avoir une euphorie constante. Un peu comme Canal+. Quand Oui, ils sont ça s'est- arrivés. Non, mais ça s'est retrouvé avec la Hein naissance de Canal, parce Ouais. que l'idée de Canal au début, c'était de faire, certes, une télé, la télé existait déjà, mais de faire une télé autre. Autrement. Voilà, qui propose autre chose que ce qu'on voyait depuis 30 ans. Alors, en parlant de télé autrement, cette bande dessinée, on a un rythme et c'est un rapport direct avec une vie de création. Vous avez raconté des histoires toute votre vie, à la télévision, la radio, le cinéma. Est-ce que cette expérience, elle a influencé justement l'écriture de cet album? Oui, certainement, parce qu'en fait, moi, je me suis toujours considéré comme un passeur, un transmetteur. Je suis là pour servir de fil conducteur. C'est-à-dire, en fait, j'aime bien faire découvrir des choses aux gens. Le Voilà. partage. Ouais, partager, que ce soit de la musique, que ce soit de la littérature, que ce soit du roman. C'est ce qui me plaît le plus, en fait, partager ses émotions. C'est une forme de don, hein?
Oui, c'est une manière de, comment dire, non, de communiquer en fait, de communiquer, de savoir ce que j'adore recevoir. Moi, j'adore qu'on me raconte des histoires, donc j'adore à mon Ouais. tour en raconter. Et si possible, que ça soit en phase évidemment avec l'époque. Ouais. Quelle époque épique. Et si c'était un film? On a parfois l'impression de voir un film en lisant l'album. Avec votre parcours, Ouais. l'idée d'un long métrage d'animation vous a-t-elle traversé l'esprit, un peu comme Anna Chabat? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que cette manière de raconter cette histoire en images me suffit. Me suffit. Peut-être qu'un film verra le jour dans le futur, mais en tous les cas, c'est pas moi qui m'y collerai, ça c'est certain. Et c'est un bon point de départ pour un scénario, certes, Ouais, mais c'est pas moi qui irai. d'accord. Et vous souhaitez que Non. quelqu'un le fasse ou la BD finalement Se suffit à lui-même. Non, non, Elle-même. Suffit à pour moi, elle-même, la oui. BD se suffit elle-même, ouais. Mais bien sûr. Ouais. Quand on lit l'album, c'est un album qui regorge de détails, de silence, de regard. Est-ce que vous aimez que chaque lecteur puisse y projeter sa propre histoire et ses souvenirs? Oui, ça c'est le principe de la fiction. La fiction, quand on raconte une histoire, le lecteur est son propre metteur en scène. Alors la mise en scène est un peu imposée dans le cas d'une BD parce que vous Ouais, avez ah déjà oui. le visuel sous les yeux. Mais Ouais. il n'empêche que, et c'est pour ça que Xavier a travaillé de cette manière-là, sans case, sans... Ouais, ouais. Quand on parle de roman graphique, en fait, c'est Ouais. très ouvert. Liberté totale, Oui, en fait. il y a des Ouais. pleines pages Ouais. gratuites. Ce qu'on appelle qui- les qui- pages splash, Ouais. où, il prend toute la place. qui sont vraiment des pures impressions de l'émotion, quoi. Mmh. Et donc, c'est très important que le lecteur, évidemment, devienne le metteur en scène, Le metteur en de, scène. de ce qu'il lit. En parlant du lecteur, est-ce que le regard de certains lecteurs ont changé votre avis sur votre album? Non. Non, non. Ce qui m'a beaucoup touché, parce on s'est pas mal promené avec Xavier pour en parler. On a fait des salons, des rencontres, etc. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que les gens aient été touchés par l'histoire. Voilà. C'est qu'il y ait eu... ça ait atteint cette résonance qui est quand même le secret espoir qu'on nourrit tous quand on écrit. C'est qu'à un moment, ça soit... Les gens comprennent de quoi vous avez envie de leur parler, quoi. Ouais. Oui, ben, je valide. Oui, tout à fait. J'ai C'est eu vrai. un copier-coller, effectivement, avec... je fais une petite aparté, mais effectivement, moi, ça m'a parlé directement avec mon père que j'admire, 5XL, quoi. Donc, Ouais. j'ai eu effectivement la résonance que vous Ouais. espériez, finalement, avec l'histoire que j'ai avec mon père. C'est ce que j'espère d'universel dans cette histoire, c'est que Ouais. ça parle à tous les petits garçons qui ont eu des pères. C'est Et toujours puis cool. ça parle aussi à tous les pères qui ont envie à un moment, qu'en peuvent plus et qui ont Ouais, envie ouais, d'aller, ouais. de vivre l'Odyssée de Robinson Ouais. Crusoe, parce que je crois que pour lui, c'était important ce livre. C'était mener cette expérience, c'était capital pour lui. Oui, tout à C'était fait. C'était pas une foucade ou un coup de tête. Mais Parce- il aimait se mettre en danger. Il était parti traverser le Groenland avec Paul-Émile Victor en Oui. 48, traverser l'Amazonie à la recherche d'un explorateur disparu. Donc, en une île 56. déserte. Non, mais toujours des choses très dangereuses, quoi, où il mettait sa vie en jeu. Et ça vous faisait peur quand vous étiez petit? Non, parce que je me rendais pas compte exactement. Non, de ce c'est qu'il ça. faisait. C'est après que Ouais, vous avez rétrospectivement, je me suis dit, réalisé. oh là. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce ricochet, c'est-à-dire, moi, ce que j'ai perçu, c'est Ricochet, effectivement, la BD. avec Crick, c'est effectivement la solitude de l'enfant, Ouais. puisqu'il part à un moment Oui. charnière, c'est-à-dire Noël, Hein. et le Nouvel An et l'anniversaire. Ouais. Donc c'est vrai que la répercussion, elle doit être douloureuse finalement. Ouais, non, c'était un petit trauma à l'époque. Enfin, je me souviens que à la fois j'en ai souffert parce que c'est très étrange de voir son père disparaître comme ça du jour au lendemain. Ouais. Et en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, il disparaissait sans vraiment disparaître. le quotidien à la radio. Il était toujours un peu là, quoi. Donc c'était, oui, ça a été, en tous les cas, constitutif de ce que je suis devenu après, certainement. Parce que la radio d'ailleurs, c'est celle qui est devenue Europe 1 après, hein, c'est ça? Inter. Inter, C'était, pas oui. Europe 1, Inter. L'ancêtre d'Inter. L'ancêtre d'Inter. Ouais, Paris Inter. Et comment vous avez fait pour récupérer en fait les bandes son? Ah, elles sont disponibles, vous pouvez les trouver assez facilement. Alina, entre autres, oui, par oui. Lina. En fait, c'est un travail de chercheur, cette Oui. bande dessinée. C'est un travail de documentaliste. Il y a une Tout à fait. documentaliste qui s'y est collée d'ailleurs, qui est partie à la pêche aux archives. Mais on avait déjà beaucoup de choses sous la main, mais on a fait retranscrire toutes les
toutes les émissions, les Ouais. quotidiennes. Non, il y avait vraiment du matos, quoi. Combien de temps ça a pris entre l'élaboration et l'apparition? Entre le moment où on en a parlé et la parution, il s'est passé un peu plus d'un an. Ce qui est, Ah ce oui, qui est c'est très, assez très rapide, C'est hein. c'est Ah plutôt oui. court. C'est très rapide parce que je vous parlais de fulgurance dans le travail de Xavier tout à l'heure. C'était exactement ça. Il sortait les dessins à une vitesse. On était en symbiose parfaite tous les deux. Cette histoire lui parlait. Elle le touchait énormément. Ça l'inspirait, évidemment, visuellement. On le sent à travers l'album. Hein. Oui, oui, oui. Et en fait, on est allé assez vite. En fait, on a même eu une grosse partie du travail, ça a été de réduire, parce qu'on avait tellement de matière, on aurait pu faire 400 pages, quoi. Wow, Donc, à un moment, heureusement, on avait un bon éditeur Ouais. derrière nous, Martin Zeller, que je cite au passage. Et... Ça s'est fait. Non, mais qui nous a aidés. C'est important d'avoir un éditeur, l'œil d'un éditeur. Bien sûr. Moi, c'était mes premiers pas dans la BD, donc c'était important pour moi d'avoir un point de vue. Bien pro, sûr. quoi. Et derrière extérieur. tout cela, il y a la transmission, en fait. Oui, c'est toujours une histoire de transmission. Bah, Ouais. Toujours. Au-delà de la transmission, c'est une fois qu'on a terminé, est-ce qu'il y a une forme de baby blues? Non, je peux pas dire parce que comme l'accueil a été quand même plutôt favorable et Ouais. que les gens s'y sont retrouvés, j'ai oui. eu le sentiment que j'avais pas travaillé pour rien. Voilà. Ah, c'est bien dit. Donc non, c'était pas un baby blues. Au contraire, je me suis senti plus allégé. Mais une fois de plus, parce que je cherchais pas du tout à régler des comptes en. Non, non. Ah en non, faisant c'est pas du l'histoire tout ou, ça dans l'album. C'est non. absolument pas ça. C'était essayer de comprendre mon père, essayer de comprendre ce qu'il avait animé, pourquoi il s'était livré à une expérience aussi folle et aussi radicale. Il aurait aimé cette transposition de son Oui. journal en BD, vous Oui, pensez? alors c'est drôle parce que on avait un gros problème de communication tous les deux. Parce que c'était un homme assez taiseux, alors que c'était un homme de communication. Mais il était taiseux. Mais oui. À la maison, il parlait pas. Il parlait Donc, tout le temps. sauf à la maison. Ouais. Sauf à la maison. Et donc moi je le tannais pour qu'il me raconte, oui. non pas ce qu'il avait vécu, mais pourquoi et comment il l'avait vécu. Essayer de comprendre le pourquoi des choses. Et j'y arrivais pas. Donc un jour, je lui ai proposé de faire un livre d'entretien. Je lui ai dit, on va faire un c'est bouquin chouette. et puis tu vas m'expliquer pourquoi. Voilà. Pas comment, mais pourquoi. Et on a commencé à parler, puis il n'y arrivait pas. C'était plus fort que lui, il était trop oui. muré. Et donc j'ai renoncé au projet. Je lui ai dit, écoute, c'est pas très grave. C'est dommage parce que je pense que on aurait pu faire un livre assez Incroyable. édifiant Ah ouais. et qui aurait Mais parlé oui. à beaucoup de gens. Mais Toutes les anecdotes avec son c'est pas quotidien. grave. Et c'est d'autant plus dommage pourtant parce que j'avais un titre excellent qui aurait été Île déserte. Île sans eux. Ah Ouais, oui. il est un peu masqué. Et comme c'était un homme qui aimait les mots, qui aimait beaucoup d'humour, il a. Oui. Et qui aimait la langue française Ouais, aussi. ah oui, Oui. oui. Un dernier mot. Oui, Eric, absolument, on si on serait doit- bien resté. Le mot de la fin. Oui. Alors, si on doit résumer ce que représente cet album pour vous aujourd'hui, direz-vous que c'est un livre sur votre père, sur l'enfance, ou plutôt sur la transmission? On a déjà eu la réponse. Les trois, mon général. Les trois, hein. Les trois Les ensemble. Si vous deviez emporter une seule chose sur une île comme Eyao, ce serait ce livre ou ce qu'il contient? Ah bah non, pas le bouquin, je le connais par cœur. Non, peut-être un chien. Ah bah voilà. Voilà. Eh bien, ce sera Alors j'ai un le petit mot mot de quand la même. fin. C'était l'avant-dernier parce que le dernier mot pour Ouais. finir sur une note plus légère. Certains auditeurs très attentifs savent que vous avez parfois signé sous un autre nom. Ah. Paul Persavon, ça vous parle? Oui, ça me parle, oui, bien sûr. Évidemment que ça me parle. À J'ai bon signé entendeur. des chansons pour des musiques de séries japonaises dans les années 80. Cobra. Bien Cobra, sûr. Par exemple, pour ne Sort. citer que lui. Voilà, le secret est levé. Bon, bah, merci beaucoup Antoine. Merci. Oui, on est pour- très touchés que vous soyez venu sur Radio J. Merci Merci, à vous. Lise. Alors, c'est l'album Île déserte, Georges ou la vie sauvage qui est paru chez Dargaud. Merci à vous de nous avoir écoutés sur Radio J. Merci. Merci Voilà. Antoine. Au revoir, merci. Bye bye.